Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Ian Proud, un ancien diplomate britannique qui a été conseiller économique à l'ambassade du Royaume-Uni à Moscou de 2014 à 2019. Merci beaucoup d'être revenu parmi nous. Ravi de vous revoir, Glenn. J'aimerais vous interroger sur la politique britannique, à la fois intérieure et internationale. Comme nous le savons, depuis le Brexit, le Royaume-Uni cherche à redéfinir son rôle dans le monde, ce qui influence sa relation avec l'Europe continentale, avec les États-Unis, mais aussi son propre modèle économique national. En regardant tout cela, la Grande-Bretagne semble désormais de plus en plus méconnaissable par rapport à il y a seulement quelques années. Je ne dis pas que le Brexit en est la principale cause, mais les deux grands partis britanniques, le Parti conservateur et le Parti travailliste, paraissent de plus en plus inéligibles. Je me demandais si vous pouviez, de manière plus générale, expliquer ce qui se passe dans la politique britannique pour ceux qui ne l'ont pas suivi d'aussi près que vous. Merci Glenn. Je pense que le problème plus profond ici est le sentiment chez les Britanniques ordinaires que les politiciens ne défendent plus leurs intérêts. La politique est devenue un art de la mise en scène, où les gens se réunissent à Westminster avec un petit groupe d'acteurs et de groupes de pression à intérêt unique qui les influencent au quotidien. Ils ont perdu le contact avec les électeurs qui les ont mis au pouvoir à l'origine. Et lorsque les électeurs expriment leurs inquiétudes sur certains aspects des politiques, qu'il s'agisse de la politique migratoire ou d'autres choses, le gouvernement a tendance à simplement les ignorer et à les étiqueter avec des insultes comme « vous êtes raciste »,« vous êtes antisémite »,« vous êtes islamophobe » ou autre. Il se peut qu'au lieu de participer au débat et de réfléchir à la manière dont nous pouvons réellement répondre à ce que nos citoyens nous disent, les gouvernements se soient éloignés. Vous savez, lorsque des élections n'ont lieu qu'une fois tous les 5 ans, cela semble à première vue être un bon modèle démocratique. Mais cela laisse 5 années pendant lesquelles les gouvernements peuvent continuer et avancer avec des politiques dans le vide, déconnectés de ce que veulent les gens ordinaires. Et je pense que c'est là la question la plus profonde. Je ne crois pas que ce soit un problème propre au Royaume-Uni. Je pense que c'est quelque chose que nous observons dans toute l'Europe. C'est pourquoi nous voyons la montée de partis de centre-droit, de centre-gauche ou d'extrême droite et d'extrême gauche en Allemagne et en Europe centrale, et bien sûr en France, vous savez, et peut-être même en Pologne dans les prochaines années. Et encore une fois, ces gens sont qualifiés de populistes. Eh bien, si l'on y réfléchit, la démocratie est fondamentalement une affaire populiste. C'est un parti politique avec une idée et un autre parti avec une autre idée, chacun essayant de proposer les idées qui séduisent le plus leurs électeurs, ce qui est le plus populaire auprès des électeurs. Et je pense que les dirigeants ont perdu de vue la nécessité de réellement répondre aux besoins et aux exigences des personnes qu'ils servent. Eh bien, comment voyez-vous cela affecter la légitimité? Parce que c'est une chose de penser que la classe politique ou certains politiciens ont trahi leur mandat, qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses, qu'ils ne sont plus responsables, et donc de simplement voter pour l'opposition. Mais ce que nous voyons aujourd'hui semble bien plus profond. Ce n'est pas propre à la Grande-Bretagne. Je le constate dans toute l'Europe. C'est l'ensemble de la classe politique, comme vous l'avez suggéré. Ils ne sont plus des serviteurs de l'intérêt public. Ils servent soit des intérêts internationaux, étrangers, mondialistes, comme on dit, soit ils font simplement partie d'une clique qui n'est plus vraiment responsable devant qui que ce soit. Voyez-vous cela évoluer vers une illégitimité politique? Parce qu'alors, nous aurions un vrai problème entre les mains.
Eh bien, nous n'aurons pas forcément de problème, car des partis alternatifs commencent à émerger et à devenir populaires, et c'est simplement le fonctionnement naturel de la démocratie. On voit le Reform Party gagner en popularité au Royaume-Uni et des partis de gauche en gagner aussi. Je veux dire, c'est ainsi que la démocratie devrait fonctionner, non? Les gens ont le choix et ils choisissent les partis qui leur plaisent le plus. Mais le défi, je pense, au Royaume-Uni, au cours des 2 dernières décennies, en fait, depuis le 11 septembre, c'est que nous nous sommes un peu précipités vers le centre. La politique s'est précipitée vers le centre, et il n'est plus vraiment possible de voir en quoi le Parti conservateur et le Parti travailliste diffèrent en termes d'options politiques qu'ils représentent. La fenêtre d'Overton des politiques, qu'elle soit intérieure ou étrangère, est devenue si étroite que la plupart des gens ne peuvent plus y voir et que les politiciens ne peuvent plus en sortir. Tout le monde est aveuglé et les citoyens demandent « Et nous alors ?» Les gens ordinaires disent « Et nous ?» Vous ne répondez pas vraiment à nos besoins. Cette fenêtre doit être brisée et de nouvelles alternatives doivent être recherchées. Je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est ce que nous voyons au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Europe centrale et ailleurs aussi. Cette soi-disant montée du populisme que, pour revenir à mon point précédent, les personnes enfermées dans cette petite fenêtre d'Overton, dans cette bulle de Whitehall avec leur groupe d'intérêt restreint, ont tenté de discréditer et de minimiser plutôt que d'affronter et d'en débattre sérieusement. Et je pense que c'est là le défi auquel nous sommes confrontés. Un défi qui, selon moi, se résoudra naturellement lorsqu'un autre parti politique ou une coalition de partis arrivera au pouvoir lors des prochaines élections. La légitimité découle en fin de compte des élections dans notre modèle démocratique de Westminster. Les prochaines élections, ou les élections locales à venir, montreront que les citoyens ne sont pas satisfaits des échecs du Parti travailliste. Tout comme ils ont montré qu'ils n'étaient pas satisfaits des échecs des conservateurs lors des dernières élections générales. De nouveaux partis politiques gagneront en importance, et c'est ainsi que la démocratie doit fonctionner. Mais je pense que des personnes comme Keir Starmer essayent de saper la démocratie en délégitimant les alternatives. C'est là, je pense, le problème quand un establishment politique s'enracine vraiment et que son consensus devient discrédité. Lorsqu'une véritable opposition politique s'écarte du statu quo, on la qualifie simplement de populiste, comme si elle était illégitime. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons vu ce phénomène à une plus grande échelle sur le continent européen. De la France, avec la montée de Le Pen, à l'Allemagne, avec les tentatives de criminaliser le plus grand parti politique, et aussi en Roumanie. Dans tous ces pays, on essaie d'écraser la nouvelle opposition. Mais cela ne s'est pas encore produit en Grande-Bretagne, je pense. En effet, l'un des développements remarquables est Nigel Farage, qui était autrefois une figure un peu marginale. Puis il a bien sûr mené le Brexit. Et maintenant, il semble avoir un avenir politique potentiellement immense en Grande-Bretagne. Comment le voyez-vous dans cette montée du populisme? Eh bien, je ne suis pas vraiment enthousiaste à propos du terme populiste, car je pense que la démocratie est fondamentalement populiste dans son orientation. Appelons cela l'opposition. Si nous l'oublions, alors il y a un grand risque. Je veux dire, je ne vois pas vraiment Farage comme très différent des dirigeants de droite, si on les appelle ainsi, en Europe centrale, en Allemagne et en France. Je pense qu'il est simplement représentatif d'un mouvement plus large qui cherche à atteindre et à séduire des électeurs qui estiment que leurs voix n'ont pas été entendues, en particulier sur des questions comme la migration.
Et comme vous le savez sans doute, je suis très favorable à la migration économique, car je pense qu'elle peut stimuler la croissance économique. Mais une migration incontrôlée est une source majeure d'inquiétude pour de nombreuses personnes au Royaume-Uni et dans toute l'Europe, et c'est l'un des sujets sur lesquels il bénéficie d'un large soutien. S'attaquer à ce problème. Donc je ne le vois pas comme différent de cela. Je le vois comme faisant partie d'un mouvement beaucoup plus large dans la politique européenne, ce que je considère comme une chose saine. Je ne soutiens vraiment aucun parti politique. Je ne suis pas sûr que je soutiendrai nécessairement réforme. Mais l'aile gauche adopte également des politiques plus orientées vers le socialisme. Le Parti vert gagne aussi en importance au Royaume-Uni. De plus en plus d'options apparaissent que les électeurs peuvent envisager, examiner et parmi lesquelles ils peuvent choisir à l'avenir. Et je pense que c'est forcément un signe de bonne santé démocratique. Bien sûr, c'est un mauvais signe pour les partis traditionnels comme le Labour et les conservateurs, qui semblent, pour le moment, incapables de reconnaître le changement beaucoup plus fondamental qui s'opère dans la politique et de s'y adapter. Taking place and adapting to that. Eh bien, toute cette migration de masse poserait déjà problème en soi. Tout changement majeur de la démographie, de ce que nous sommes en tant que nation, crée des défis. Mais il semble que la situation ait été aggravée en Grande-Bretagne par, disons, l'importation du mouvement woke venu des États-Unis, qui est devenu une sorte de marxisme culturel où l'on redistribue le statut social. Ce n'est donc pas comme si nous avions décidé de devenir une société qui ne juge pas les gens selon leur religion ou leur race. Au contraire, nous disons qu'il faut redistribuer le statut social des différentes religions et races. Vous savez, on entend souvent dire en Grande-Bretagne qu'il est possible de se moquer ou de dénigrer le christianisme, ou de se moquer et de dénigrer les personnes blanches, les personnes hétérosexuelles. Ainsi, vous créez une sorte de hiérarchie sociale que nous essayons de renverser. Essentiellement, les hommes blancs chrétiens sont perçus comme les privilégiés qu'il faudrait rabaisser un peu. Si vous combinez cela avec une migration de masse, vous allez alimenter chez le public un sentiment selon lequel, eh bien, le pays leur est enlevé. Ce sentiment semble partagé par une grande partie de la population et il devrait être pris très au sérieux. Mais cela peut aussi ouvrir la porte à davantage d'autoritarisme de la part du gouvernement, car celui-ci se retrouve soudainement investi d'un mandat pour aider ou protéger les groupes vulnérables. Ainsi, la liberté d'expression et tout le reste peuvent soudainement être restreints. À quel point voyez-vous cette dynamique influencer ou façonner la société britannique en ce moment? Eh bien, je pense que la diabolisation des personnes qui s'expriment sur les risques liés à une migration incontrôlée est l'un des facteurs qui alimente le basculement vers les partis dits populistes ou d'opposition nouvelle, y compris le Reform Party. Je veux dire, soyons clairs, la Grande-Bretagne est une nation majoritairement blanche. La plupart des habitants du Royaume-Uni sont blancs, et même si la religion organisée n'est plus aussi répandue de nos jours, beaucoup s'associent encore d'une manière ou d'une autre au christianisme, même s'ils ne vont jamais à l'église. Néanmoins, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu différentes vagues de migration vers notre pays, en provenance des Caraïbes, d'Afrique, d'Inde, et ainsi de suite. Et en réalité, malgré cela, le Royaume-Uni reste un pays majoritairement blanc, vous savez. Nous conservons donc cette identité unique. Mon meilleur ami, en fait, était un migrant venu du Kenya. Il est d'origine indienne, et je le considère aujourd'hui comme aussi anglais que moi, franchement. Il soutient l'équipe de football d'Angleterre, et sa famille n'a jamais touché un centime d'aide sociale. Donc je ne suis pas opposé à la migration en ce sens. Tant qu'elle n'est pas perçue comme un moyen de surpeupler le pays,
de répondre à des besoins inexistants ou de fournir des services qui pèsent davantage sur les citoyens déjà présents. Si c'est une migration purement économique, des personnes venant occuper des emplois précis sur le marché, alors ça me convient. Et je pense que c'est cela qui a motivé la migration pendant, disons, les 80 premières années après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, selon beaucoup, est différent. Il s'agit surtout de jeunes hommes dans la vingtaine demandant l'asile, même si, à mon avis, ils ne représentent qu'une petite partie de la population totale, qui arrivent, vivent dans des hôtels, commettent des crimes, agissent illégalement et agressent sexuellement de jeunes femmes. Ils font toujours la une des journaux. C'est cela, vous savez, cette plaie dans la société que le gouvernement refuse de percer à cause des soi-disant politiques de diversité, des droits de l'homme et de toutes ces choses qualifiées de woke. Je pense que la migration en soi n'est pas forcément une mauvaise chose, tant que nous conservons une identité britannique unique et que les personnes qui viennent ici s'assimilent au Royaume-Uni. Mais les gens ont le sentiment que ce qui se passe aujourd'hui est différent. Et c'est pour cela qu'ils y sont si opposés. C'est aussi pour cette raison que des personnes comme Nigel Farage reçoivent autant de soutien. Je ne pense pas que ça fasse de Nigel Farage un raciste, loin de là. D'ailleurs, son adjoint est d'origine indienne, donc il s'agit ici de la britannicité, pas nécessairement de la britannicité blanche, mais de la britannicité. Et je pense que c'est une distinction importante à faire. Le gouvernement n'a aucun plan, et le Parti conservateur non plus. Et comme vous le dites, au lieu d'en élaborer un, rare the importance that break exprime l'inquiétude légitime. Je suis d'accord. Eh bien, l'immigration et les changements démographiques ont un impact profond sur la société. Donc, rejeter toute critique d'une politique d'immigration responsable en la qualifiant simplement de racisme, je pense que c'est une manière d'étouffer la dissidence ou la critique, ce qui est en réalité tout à fait nécessaire pour le bien du pays, bien sûr, s'il veut une immigration stable. Je pense que la pire chose à faire, c'est d'abord d'avoir une migration massive, puis de faire en sorte que toutes ces personnes se sentent comme des citoyens de seconde zone, comme si elles n'étaient pas les bienvenues. Là, on a un vrai problème. Donc je pense qu'avec modération et contrôle, tout le monde y gagne davantage, surtout les migrants eux-mêmes. Oui, et le problème, bien sûr, aujourd'hui, c'est que les Britanniques blancs quittent le pays. Vous savez, il y a un départ de citoyens talentueux vers l'étranger, même si c'est que vers l'Espagne, Dubaï ou ailleurs. Les gens s'en inquiètent aussi. Je veux dire, même si les statistiques montrent que la grande majorité de la population du Royaume-Uni est blanche, les gens voient que les Britanniques blancs partent, tandis que des migrants non contrôlés arrivent sur des bateaux pneumatiques. Ces choses font la une des journaux, même si elles ne reflètent pas toute la réalité. Je pense que le gouvernement doit proposer de vraies politiques pour faire face à cela. Sinon, il perdra très vite. En fait, je pense que ce gouvernement a déjà perdu sa légitimité, mais il en paiera le prix, bien sûr, dans les urnes. Si l'on examine la position internationale de la Grande-Bretagne, depuis qu'elle a quitté ses jours de gloire, ou du moins l'époque de l'Empire britannique, le rôle principal qu'elle semble avoir joué dans les affaires internationales a été, je dirais, celui du petit frère des États-Unis. Ce partenariat spécial a été assez important. Mais si l'on regarde la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, tout ce développement woke en Europe, le déclin économique, l'incapacité à reproduire la culture, tout cela est désormais mis en avant. Et on en est arrivé au point où les États-Unis estiment que la civilisation européenne est en train de se détruire elle-même. Et elle se voit investie de la responsabilité de sauver l'Europe de ses gouvernements.
Essentiellement, je pense qu'ils utilisent l'expression « cultiver une opposition responsable ». Cela peut bien sûr être interprété comme une volonté des États-Unis de provoquer un changement de régime dans de nombreux pays européens. Et souvent aux États-Unis, on voit la Grande-Bretagne prendre les devants, car encore une fois, c'est le pays de la Magna Carta. Il y a aussi ce lien avec le développement et les origines mêmes des États-Unis. La Grande-Bretagne occupe une position particulière. Mais aujourd'hui, il semble que les États-Unis n'apprécient plus vraiment la direction que prend la Grande-Bretagne. Comment voyez-vous cela influencer la relation entre les États-Unis et le Royaume-Uni? Vous savez, je pense que les États-Unis et le Royaume-Uni entretiennent une relation formidable et historique. Mais vous avez raison, la stratégie de sécurité nationale récemment publiée était en réalité bien plus critique envers la Grande-Bretagne qu'envers l'Europe. Je veux dire, tout le monde s'en est plaint. Si l'on revient au discours de J.D. Vance à la conférence de Munich sur la sécurité, il était en fait bien plus critique envers la Grande-Bretagne. Je l'ai réécouté récemment en entier pour un article que j'écrivais et c'est clairement plus critique envers la Grande-Bretagne qu'envers l'Europe. Même si Christophe Husken pleurait à la tribune lors de la clôture de la conférence. À mon sens, je comprends vraiment les préoccupations soulevées par les Américains et d'une certaine manière, je peux m'associer à ces craintes, les craintes qu'ils expriment d'un déclin civilisationnel et ainsi de suite. Mais je pense que le véritable risque, c'est que les commentaires d'Elon Musk et l'ingérence des États-Unis produisent en réalité l'effet inverse au Royaume-Uni. Cela provoquera, au contraire, une réaction qui ramènera les gens vers les anciens partis du centre. Comme à leur habitude, les partis au pouvoir souligneront simplement que cela va totalement à l'encontre de nos intérêts, une ingérence dans nos affaires intérieures. Je pense que la meilleure chose que les Américains puissent faire serait d'exprimer leurs préoccupations à distance, mais de nous laisser gérer la situation, car je crois que la tendance est déjà en train de s'inverser au Royaume-Uni. Je me souviens très bien qu'avant le vote sur le Brexit, Obama avait déclaré à quel point le Brexit serait néfaste pour la Grande-Bretagne. Et bien sûr, beaucoup de gens s'en étaient offusqués. Et en fait, vous savez, les dirigeants européens faisaient la même chose. Christine Lagarde, dans son ancien rôle, faisait la même chose. Et les Britanniques ont plutôt mal pris cela. Ils ont dit, eh bien, vous savez, nous déciderons de nos propres affaires. Merci beaucoup. Et ils ont voté pour le Brexit. Donc je pense que les Américains devraient... Enfin, je comprends leurs préoccupations, et je suis d'ailleurs tout à fait d'accord avec eux. Mais laissez-nous faire. S'ils veulent soutenir ce type de politique d'opposition de principe, alors qu'ils nous laissent avancer, car je pense que c'est déjà en train de se produire. Oui, eh bien, je partage ton sentiment à ce sujet. Car lorsque j'ai lu la stratégie de sécurité nationale, j'ai ressenti la même chose. Les problèmes économiques, l'incapacité à reproduire la culture. Eh bien, dans tous les domaines, ils deviennent plus autoritaires. Tout cela, je pense, était très juste et identifiait bien tous les problèmes. Mais la solution, selon laquelle les États-Unis aideraient simplement l'Europe à obtenir de meilleurs gouvernements à la place, je pense que, comme tout changement de régime, ce serait déstabilisant. Ce serait contre-productif. Donc je suis d'accord avec le diagnostic, mais je ne suis pas d'accord avec le remède, en revanche. Cela semble donc juste. Cependant, si l'on examine un autre aspect, celui où le Royaume-Uni se distingue souvent comme assez unique, ce serait ici le cas. Et il a souvent tendance à suivre les États-Unis dans la plupart de leurs aventures militaires, notamment face aux Russes. Ce pays se démarque parce que, eh bien, la Grande-Bretagne a évidemment entretenu une relation très longue et difficile avec la Russie.
Maintenant, étant donné que vous étiez le conseiller économique à l'ambassade britannique à Moscou, je comprends que c'est vous qui avez approuvé les sanctions et tout le reste. Mais comment avez-vous perçu le sentiment sur place? Dans quelle mesure cela est-il motivé par des intérêts nationaux fondamentaux, ou bien est-ce parce que c'est la direction prise par les États-Unis et que la Grande-Bretagne s'y aligne, je suppose, pour renforcer le partenariat stratégique? Ou s'agit-il de quelque chose de plus, de plus fondamental au sein de la Grande-Bretagne, d'un certain ressentiment envers la Russie? Ou est-ce une question de percevoir la Russie comme un rival géostratégique, une puissance terrestre eurasienne? Comment comprenez-vous cela? Disons haine farouche, si vous voulez, car il semble, pas dans toute la société britannique, mais au sein de la classe politique, que la Grande-Bretagne cherche souvent à se positionner comme chef de file dans toute campagne anti-russe. Oui, je veux dire, il y a plusieurs aspects à cela. Tout d'abord, sur l'angle États-Unis-Royaume-Uni, je pense que les politiques américaines et britanniques sont devenues complètement déconnectées en ce qui concerne la Russie, comme on peut le voir à travers les différentes approches adoptées par l'administration Trump. La politique britannique, en revanche, n'a pas changé depuis 2014 et ne semble pas près de changer. Soutenue qu'elle est par un consensus total entre les principaux partis politiques, ainsi que par un paysage médiatique entièrement complice qui ne fait qu'en répéter le discours. Donc, vous savez, Keir Starmer a essayé de se repositionner comme une sorte de pont vers Trump, mais il est vite apparu qu'il ne voulait pas vraiment que la politique ukrainienne change, alors que Trump, lui, le voulait. Et nous nous sommes de plus en plus retrouvés à la traîne dans ce processus. Et rien n'indique que nous en ayons conscience ou que nous soyons sur le point de changer de position. Pourquoi le Royaume-Uni adopte-t-il cette attitude envers la Russie? Eh bien, d'abord, c'est peut-être quelque chose de typiquement westminsterien. C'est un peu comme en politique intérieure. Nous avons une fenêtre d'Overton très étroite vers laquelle nous avons convergé au cours des 2 dernières décennies. Nous avons la même minuscule fenêtre d'Overton en matière de politique étrangère. La Russie est mauvaise, nous sommes les gentils, ils sont les méchants et ils doivent être vaincus à tout prix. Et en réalité, dans le cadre de ce que l'on observe plus largement avec la montée d'autres partis politiques au Royaume-Uni, je pense que ce consensus sera brisé s'il y a un basculement politique au Royaume-Uni vers un parti axé sur la réforme ou, disons, un parti écologiste à l'avenir. Je pense que ce processus commence à se produire, bien que très lentement, plus lentement en fait que dans d'autres pays européens comme l'Allemagne et la France. Donc il y a cet aspect-là. Il existe une sorte de consensus politique indéfectible que personne n'a réussi à faire bouger. Et sur le plan historique, je pense simplement que, vous savez, quand je vivais en Russie, ce n'est pas un endroit facile pour travailler en tant que diplomate britannique, je peux vous le dire. Mais malgré tout, j'ai trouvé beaucoup d'affection chez les Russes pour la Grande-Bretagne et pour la culture britannique. C'est formidable. Je n'ai pas du tout constaté en 4 ans et demi d'hostilité sous-jacente ou latente envers le Royaume-Uni. Il y avait énormément de respect pour notre histoire, notre culture et ce genre de choses. Un véritable intérêt et un réel enthousiasme pour la Grande-Bretagne. Et dans le même ordre d'idées, je ne pense pas vraiment que les Britanniques ordinaires nourrissent une haine profonde ou latente envers la Russie. Je veux dire, la plupart des Britanniques ne sont jamais allés en Russie. Alors comment pourraient-ils savoir? Chaque fois que je parle à des gens ordinaires, ils sont curieux. Est-ce aussi mauvais qu'on le dit? Et je réponds que, eh bien, en réalité, c'est complexe. Mais non, pas vraiment. Je pense que ça renvoie à la classe politique qui veut rester enfermée dans une vision du monde de la Russie propre au XVIIIe et XIXe siècle et refuse d'évoluer.
Et je crois que c'est là fondamentalement le problème. Eh bien, comment voyez-vous les politiciens britanniques s'adapter à cette nouvelle situation en pleine mutation? Bien sûr, avec les Ukrainiens perdant la guerre, il semble que c'est pour cela que les Américains ont commencé à se retirer un peu, en refilant ce désordre aux Européens, qui semblaient tous disposés à assumer une guerre par procuration en échec. Mais à mesure qu'il devient plus évident qu'il n'y a rien à faire pour sauver la situation, on voit aussi apparaître certaines divisions au sein de l'Europe. Dans différents pays, on observe une opposition qui se développe. On voit les médias commencer à parler de sujets dont ils n'avaient pas le droit de parler auparavant, comme se demander si les Russes envahissent vraiment, ou si les chiffres des pertes diffusés dans les médias étaient exacts ou véridiques. Soudain, Zelensky n'est plus un Churchill 2.0. Il pourrait bien être corrompu, après tout. Tu sais, toutes ces choses qui étaient essentiellement censurées comme de la propagande russe ressortent maintenant. Il est difficile de les nier. Et on voit déjà certains pays européens commencer à prendre leur distance. Pas seulement les plus évidents, comme la Hongrie, la Slovaquie ou la République tchèque, mais aussi quelques signes de résistance venant de pays plus importants, comme l'Italie. Même Macron a dit qu'il faudrait peut-être recommencer à dialoguer avec les Russes. Comment les Britanniques se positionnent-ils? Bien sûr, ils veulent rester étroitement alignés avec les États-Unis. Ils veulent aussi jouer un rôle de premier plan en Europe, tout en représentant les forces anti-russes. Alors, comment le Royaume-Uni peut-il se réorienter après avoir tenu cette position pendant ces dernières années? Eh bien, la Grande-Bretagne est complètement sans direction en ce moment, en ce qui concerne sa politique envers la Russie, et elle est déjà totalement détachée de la politique américaine, comme je l'ai déjà souligné. J'ai mentionné à plusieurs reprises dans mes articles qu'à un certain moment, non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi en Allemagne et en France en particulier, ainsi qu'en Pologne, en Finlande et dans d'autres pays similaires. Lorsque la guerre prendra fin et qu'elle ne se terminera pas par une défaite stratégique de la Russie, il y aura un grand moment de vérité. Les dirigeants politiques devront expliquer à leurs électeurs pourquoi ils ont toujours affirmé que nous allions vaincre la Russie, alors qu'en réalité, nous ne l'avons pas vaincue. Et je pense que cette prise de conscience sera très douloureuse, surtout pour les gens. Et c'est bien sûr l'une des raisons pour lesquelles ils continuent de repousser la question de la guerre, parce qu'ils savent que lorsque la guerre prendra fin, ils devront expliquer aux électeurs pourquoi chaque pays a dépensé des dizaines de milliards pour soutenir ce régime corrompu à Kiev. C'est une guerre qui n'est absolument pas dans notre intérêt stratégique fondamental au Royaume-Uni, malgré ces histoires effrayantes selon lesquelles la Russie envahirait l'Estonie la semaine prochaine. Ce n'a jamais été, de près ou de loin, vraisemblable. Alors, on repousse cette inévitable prise de conscience, surtout au Royaume-Uni. Ce virage commence ici, dans les médias. De plus en plus de médias commencent à critiquer Zelensky et ainsi de suite. Mais cela se produit, je pense, à un rythme bien plus lent que dans d'autres régions d'Europe. En réalité, le gouvernement de Keir Starmer est complètement enfermé dans sa politique et semble totalement réticent, ou plus probablement incapable, de modifier sa position, car il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Il est tout simplement désemparé quant à la manière de remédier à la situation, alors même que les pressions intérieures s'intensifient. Keir Starmer est désormais, fait remarquable, le Premier ministre le plus impopulaire de mémoire d'homme, après une série de premiers ministres déjà très impopulaires avant son arrivée au pouvoir. Mais oui, il est difficile de soutenir que la Russie prévoit d'envahir l'Estonie, alors que, il y a seulement quelques jours,
le chef du renseignement estonien a déclaré que la Russie n'avait aucun projet d'attaquer l'OTAN. Cela rend ce récit difficile à défendre. Mais le Royaume-Uni, quand, et non pas si, cette guerre par procuration contre la Russie se soldera par une défaite. Il semble que le Royaume-Uni, tant sur le plan du renseignement que sur le plan militaire, soit allé un peu plus loin que les autres Européens. Non seulement en ce qui concerne le rejet de l'accord de Minsk à l'époque, mais c'était Boris Johnson qui, Boris Johnson a été plus ou moins accusé d'avoir saboté les négociations d'Istanbul, bien sûr également au nom des États-Unis. Mais même après le début de la guerre, les Russes désignent généralement la Grande-Bretagne. Si l'on regarde les attaques contre le pont de Crimée et l'attaque plus spectaculaire en juin dernier contre la dissuasion nucléaire russe, le FSB a pointé du doigt le MI6. Il semble donc que, dans cette dynamique entre les Britanniques et les Russes, il soit monté si haut sur l'échelle de l'escalade qu'il sera difficile d'en redescendre. Voyez-vous la possibilité d'un conflit plus direct pour empêcher une victoire russe? In order to prevent Russian victory? I don't actually. I mean, we don't have the troops in the UK. En fait, Our non. army is in Je veux dire, complete nous n'avons pas les troupes au Royaume-Uni. Notre armée est en plein désarroi. Elle rétrécit sans cesse, pas énormément, mais un peu chaque année. Nous avons 73 000 soldats et ce nombre diminue. Vous savez, quand nous parlions de cette coalition des volontaires, des troupes au sol en mars, au maximum, nous aurions pu envoyer 10 000 soldats, y compris les cuisiniers et les aides de camp. Nous n'avons tout simplement pas la force militaire nécessaire. Et cela touche au cœur de la question que vous avez posée plus tôt sur notre rôle futur dans le monde. Nous ne sommes plus une grande puissance. Nous avons peut-être la 5e économie mondiale en termes de PIB, mais nous ne sommes plus une grande puissance militaire. Et nous nous sommes coupés de l'Europe au moment même où les États-Unis se coupent de nous. The US is cutting itself off from us. So that's left us kind of drifting in circles. Cela nous a laissé à tourner un peu en rond dans l'Atlantique, incertains de notre rôle, mais continuant à croire que nous sommes une grande puissance, alors que nous ne le sommes pas. Et je pense que c'est une réalité que personne ne veut affronter. Car la liste des autres défis catastrophiques auxquels ce gouvernement est confronté en ce moment est si longue. Ils n'ont tout simplement pas la capacité intellectuelle de s'y attaquer. Nous avons le secrétaire à la Défense le plus peu inspirant qu'on puisse imaginer. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, je soupire devant son manque d'énergie et d'inspiration. Et pourtant, il continue à répéter la même chose, à exagérer la menace russe et tout le reste. À mon avis, la seule façon que cela change, c'est qu'il y ait un changement de gouvernement. Et plus tôt cela arrivera, franchement, mieux ce sera. Permettez-moi de poser une dernière question sur la situation économique, car un problème clé dans tout l'Occident a été ce changement. Je me souviens qu'il y a 20 ans dans les universités, c'était presque une source de fierté d'avoir fait la transition des économies manufacturières vers des économies de services. Et cela a été perçu comme un changement permanent. J'ai toujours trouvé cet argument étrange, car si cette transition était si réussie, comment expliquer les déficits croissants chaque année? Mais encore une fois, le Royaume-Uni semble se distinguer, étant donné qu'il possédait une base industrielle aussi massive depuis la révolution industrielle. Mais aujourd'hui, c'est la City de Londres, avec l'industrie financière, qui tend à jouer, je dirais, un rôle excessif dans l'économie britannique. Je ne dis pas que le Royaume-Uni ne produit plus rien, mais comme nous voyons désormais émerger de nouveaux centres financiers de pouvoir, issus par exemple des pays des BRICS, cherchant à créer une nouvelle architecture financière moins dépendante de l'Occident, cela pourrait aussi avoir un impact sur le Royaume-Uni. Mais oui, comme d'autres pays occidentaux, la Grande-Bretagne fait également face à certains défis économiques. Selon vous, quelle est l'ampleur de ces difficultés en ce qui concerne la capacité de redressement, de transformation
et l'impact sur la société comme sur la politique. Eh bien, l'intelligence artificielle aura un impact considérable sur la main-d'œuvre à l'avenir. Et on pourrait dire que nous avons en partie amorcé ce changement en nous orientant davantage vers une économie de services au cours des 4 dernières décennies. Je veux dire, en ce moment, il y a un grand débat, ou du moins je le pense, sur le fait que nous ayons peut-être fait les mauvais choix. Par exemple, avoir supprimé notre industrie sidérurgique, ne plus avoir notre propre industrie charbonnière nationale, et ce genre de choses. Être incapable de construire une voie ferrée à plus de 300 km de Londres, et ainsi de suite. À mon avis, le problème n'est pas d'avoir une économie de service. Le problème, c'est la montée des conflits mondiaux. Et vous savez, cette transition vers une économie de service s'est produite à une époque où la mondialisation prenait de l'ampleur. Eh bien, on peut dire que la mondialisation est en train de s'arrêter et la présence de conflits dans des endroits comme l'Ukraine accélère cet arrêt. Nos choix politiques, nous couper de l'accès à une énergie bon marché en provenance de Russie au nom d'un conflit par procuration permanent, nous rendent moins connectés au reste du monde. Dans notre économie fondée sur les services, contrairement aux économies plus axées sur la production manufacturière dans le monde, y compris celle de la Russie, c'est là que réside le problème. Ce n'est pas le fait d'avoir une économie de services qui pose problème. Le problème, c'est que les économies manufacturières sur lesquelles nous comptons pour créer cette circularité et ce mouvement économique entre économie de services et économies industrielles ont été affectées par les conflits que nous avons encouragés. En somme, nous nous sommes littéralement tiré une balle dans le pied. Je veux dire, c'est ainsi que je le vois. Et personne à Bruxelles ne semble se rendre compte que d'un point de vue économique, il serait évident de rechercher la stabilité. C'est l'un des éléments que la stratégie du Conseil de sécurité nationale des États-Unis laisse entendre. L'Europe a simplement besoin d'entretenir une relation économique fonctionnelle en laissant la politique de côté, une relation économique fonctionnelle avec la Russie. Beaucoup de ces problèmes disparaîtraient simplement grâce à la fourniture d'une énergie bon marché si nous faisions cela. Mais bien sûr, personne ne le veut, car cela serait perçu comme une victoire pour Poutine, comme le fait de lui donner ce qu'il veut. Et quiconque souligne la réalité évidente de cette situation est bien sûr qualifié d'agent du Kremlin. En fait, laissez-moi glisser une dernière question. L'attaque contre le Venezuela, nous voyons que l'Union européenne, ou Kaja Kallas, a déclaré sur Twitter que l'UNEMOV ne reconnaît pas la légitimité de Maduro. Et vous savez, elle a récemment discuté avec Rubio. Donc encore une fois, de manière prévisible, l'UE s'aligne sur les États-Unis sur cette question. Comment voyez-vous la position du Royaume-Uni? Avez-vous des prévisions? Je n'ai encore rien vu de concret, mais comment pensez-vous que la Grande-Bretagne va réagir à cela? Je nous vois faire exactement la même chose. Oui, parce que Maduro est un dictateur. C'est le récit que nous allons utiliser. Il a, comme nous le savons, des liens étroits avec la Russie. Et c'est une autre bonne raison pour nous de soutenir ce que font les Américains. Alors qu'il est clair, tu sais, que le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Et puis il y a la question de la drogue, qui est un énorme problème. Je n'ai jamais pris de drogue de ma vie, et je n'ai pas l'intention de le faire. Je dis, c'est un problème immense. Mais enfin, ce n'est pas la vraie raison pour laquelle les Américains s'en prennent au Venezuela, et tout le monde le sait. C'est parce qu'ils ont tellement de pétrole et qu'ils veulent un pantin favorable à Washington au pouvoir. Et voilà, elle vient tout juste de recevoir le prix Nobel de la paix.
Mais je prédis une soumission totale, tu vois, de la part d'une Kirsten en difficulté sur ce sujet. Je suis prêt à me mettre nu et à traverser le plateau si j'ai tort. Voilà, c'est dit. D'une certaine façon, je sens que tu ne cours aucun risque. Donc non, c'est assez prévisible, je suppose. It's quite predictable, I guess. I don't feel like we're Je n'ai pas l'impression que nous soyons encore des États entièrement souverains. Quoi que fassent les États-Unis, nous finirons par y apposer notre sceau d'approbation. Mais bon, nous en sommes là. En tout cas, merci, comme toujours, d'avoir pris le temps. Thank you as always for taking the time. Dorian, Glenn Dizaine, toujours heureux de vous voir.